Bonjour, Alain Bournazel, le président délégué du Rassemblement pour l'indépendance de la France. Je suis venu ici pour interviewer Monsieur Fressinger en compagnie de Monsieur Ralph Bobo qui représente Nicolas Stocker, président du RPF. National. Du RPF national. Rassemblement pour la France. Rassemblement pour la France. Monsieur Fressinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UDC Valais, député au Parlement national suisse et vous postulez pour le poste de vice-président de l'UDC national. Vous êtes fait connaître en 2008 sur le plan mondial en lançant ce référendum d'initiative populaire pour interdire la construction de minarets. Vous avez une activité qui est extrêmement importante et en particulier sur cette question de démocratie directe qui nous intéresse beaucoup. En effet, en France, Yvan Blot, notre ami commun, a produit un livre extrêmement intéressant sur la démocratie directe qui est paru aux éditions Economica et nous voulons essayer dans la mesure du possible, de transposer justement ce mécanisme qui permet, et ça nous paraît l'essentiel pour la démocratie, que le citoyen soit toujours maître du jeu politique. Or, en France, nous votons pour le Parlement, nous votons pour des députés, nous votons à différents niveaux, mais lorsque le vote est passé, que ce soit le vote présidentiel ou législatif, le citoyen a abandonné ses pouvoirs pour 5 ans. Or, nous constatons qu'avec cette mécanique, eh bien, le citoyen peut se réapproprier l'initiative de questionner l'ensemble du pays sur des sujets pour lesquels le corps politique préfère faire silence. Alors, ce qui nous intéresse, Monsieur Fressinger, c'est que vous nous disiez d'une manière très concrète pourquoi vous avez eu recours à cette procédure, les moyens que vous avez utilisés et sans doute aussi les difficultés que vous avez rencontrées. Alors, il faut bien voir que ce système tel qu'il existe en Suisse est le produit d'une longue gestation. C'est quelque chose qui a été créé de manière organique à travers les siècles. Ça ne s'est pas créé du jour au lendemain. Donc c'est pas une chose qui a été catapultée par le haut, par décision, par décret. C'est quelque chose qui est né d'une certaine compréhension du pouvoir, de l'exercice du pouvoir et de la gouvernance telle que nous la voulions. La Suisse n'a jamais connu l'équivalent de la monarchie ou de l'aristocratie et ces choses-là. Donc ça, chez nous, ça n'a jamais existé puisque la Suisse, depuis le départ, elle a été faite, elle a été inventée, elle a été créée par des paysans. Et ces 3 petits paysans qui ont fait un serment, les cantons primitifs qui se sont rassemblés autour de 2 idées majeures, c'est assistance mutuelle et non-ingérence des pouvoirs qui nous entourent. Donc on va décider de notre destin par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et on se prête assistance. Et ça a marqué la construction de ce pays durant les siècles. Ça a amené évidemment à une forme d'État qui est différente de celle que connaissent les Français. Vous, en France, vous avez une république. C'est quelque chose qui est relativement centralisé, alors que la Suisse, c'est une confédération d'États qui ont délégué un certain pouvoir à la centrale, mais qui restent quand même souverains sur certains sujets. Par exemple, la police, la sécurité, etc., c'est l'affaire des cantons. Il y a certaines prérogatives dans l'aménagement du territoire. Il y a aussi, par exemple, l'instruction publique, etc. Bien. Donc, ce fédéralisme fait qu'il n'y a jamais eu de concentration de pouvoir en Suisse dans peu de mains. Vous aviez toujours un pouvoir qui a été fractionné au possible. On a une double séparation des pouvoirs. Au contraire de la plupart des démocraties qui délèguent leur pouvoir, comme la France a des députés, voire un gouvernement, et qui a un système d'alternance, nous avons un système de double séparation des pouvoirs. Il y a une séparation des pouvoirs horizontale, c'est celle qui est identique à la France, entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et puis on a une deuxième séparation verticale, ça préfigure d'ailleurs la croix suisse, entre la confédération, les cantons et les communes. Et à chaque niveau, sur le principe de la subsidiarité, les décisions sont prises parce qu'on estime que les décisions doivent être prises au niveau qui est le plus apte à les prendre.
Ce qui est très, très, très différent en France, hein. Bien sûr, et surtout en Union européenne, donc c'est complètement aux antipodes. Bien. Ensuite, le Suisse, qui s'est toujours méfié de toute concentration de pouvoir, depuis le départ, hein, il s'est dit on va prendre les choses en main. C'est nous, les citoyens, qui voulons garder quand même le contrôle, une emprise sur l'exercice du pouvoir. Alors on l'a fait comment? Alors on a, comme je vous l'ai dit, cette séparation des pouvoirs, et ensuite on a inventé un système de concordance au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un système d'alternance qui change tous les 4 ou 5 ans, on a mis tous les partis politiques dans l'exercice du pouvoir. Dans nos d'autres gouvernements, vous avez les UDC, les socialistes, les radicaux, les PDC. Donc tout le monde, les partis qui comptent, les partis les plus importants, sont forcés de cohabiter dans l'exercice ministériel du pouvoir, dans l'exécutif. Donc il n'y a pas seulement le Parlement où tous les partis sont représentés, mais également dans l'exécutif. Alors évidemment, ça rend les choses un peu plus difficiles. Il faut toujours trouver des compromis, des consensus, etc. Vous imaginez, c'est comme on connaît ça un peu en France à travers la cohabitation un petit peu, mais là c'est une cohabitation structurelle et avec toutes les forces politiques qui comptent, pas seulement avec certaines forces. Alors ça c'est une première chose. Donc on s'est dit à ce moment-là déjà on a le pouvoir qui est fractionné parce que le seul moyen de le contrôler réellement c'est ça. C'est de ne pas permettre qu'il se concentre dans quelques mains seulement. Bien, ensuite, on a trouvé un autre moyen pour être certain que vraiment la prise en otage n'ait pas lieu, c'est la démocratie directe. C'est-à-dire que toute cette construction-là est bâtie sur un socle où le peuple est le souverain. Je dis souvent, chez nous, tout le monde est Louis XIV. L'État, c'est moi. L'État, c'est chaque citoyen suisse peut dire de lui-même, l'État, c'est moi, puisqu'il il est appelé à contribuer à la gestion de l'État régulièrement. À travers deux instruments, c'est ceux qui vous intéressent, l'initiative populaire et le référendum. Il faudrait les distinguer parce que c'est deux instruments distincts. Ça veut dire que le citoyen suisse va voter 4 fois par année sur les sujets les plus divers le concernant. Ça peut être 2 objets, 3 objets, ça a été une fois jusqu'à 9 objets, donc c'est assez important, ce qui me fait dire qu'un citoyen suisse, dans une seule année, vote plus souvent qu'un Français ou un Britannique durant toute sa vie. Donc vous voyez l'implication quand même du citoyen. Évidemment, ça implique une grande responsabilité des citoyens, ça implique une certaine connaissance de la chose publique, des mécanismes, de la politique, etc. Donc c'est pas simplement un droit qu'on donne comme ça à des ignares. Le citoyen est obligé d'être à la hauteur de cette responsabilité qu'il a par rapport à l'État. Il est un partenaire. Nous le trouvons aussi dans notre conception, par exemple, de la fiscalité. C'est pour ça que nous tenons à la distinction entre la fraude électorale et l'évasion fiscale, hein, la fraude fiscale et l'évasion fiscale, parce que nous faisons, nous, une déclaration d'impôt. Il y a un rapport de confiance entre l'État et le citoyen souverain qui déclare ce qu'il gagne et a priori ce qu'il a mis sur la feuille est juste. S'il s'est trompé, s'il y a des erreurs, il y a eu un oubli, c'est de l'évasion, c'est pas pénal. Il paye une amende ou on arrange ça de manière donc à l'amiable. Et puis quand il y a fraude, alors la fraude c'est quand il y a tricherie sur les écritures. Alors à ce moment-là, ça c'est fraude, là c'est pénal. Mais donc, a priori, il y a un rapport de confiance. C'est totalement différent en France, où toute opération fiscale est une opération de police et le contribuable est a priori déjà un suspect. Donc vous voyez, toute la compréhension de l'État et du rapport entre le citoyen et l'État est déjà différente. Alors les deux instruments dont nous parlions avant, le référendum et l'initiative. Le référendum est moins fort. Il y a besoin de 50 000 signatures à rassembler dans les 3 mois après la promulgation d'une loi par le Parlement. Donc dès que le Parlement a promulgué une loi, il y a un délai référendaire de 3 mois, durant lequel on rassemble 50 000 signatures si on n'est pas d'accord. Et alors le peuple va devoir s'exprimer. C'est ce qu'on appelle le référendum facultatif, quand on doit rassembler des signatures. À ce moment-là, si le peuple décide que cette loi n'est pas bonne, eh bien la loi, elle n'existe plus, donc elle est abrogée. C'est comme ça. Même si le Parlement a travaillé des années dessus. Le peuple a le dernier mot sur les lois. Ensuite, il y a certaines modifications légales, surtout si elles touchent la Constitution, qui sont obligatoires. Donc là, le référendum est obligatoire. On ne peut pas toucher à un cheveu de la Constitution sans passer devant le peuple.
Ça, c'est quand même une garantie assez forte pour le peuple d'avoir la haute main quand même sur les affaires. Hein. Ça, c'est le référendum obligatoire. Là, il n'y a pas besoin de rassembler de signatures. La loi, ou le changement, disons, était décidé par le Parlement, et ensuite, automatiquement, on passe à un vote populaire. Souvent, c'est des changements constitutionnels. Par exemple, certains changements législatifs, certaines lois qu'on change impliquent un léger changement constitutionnel. Et dans ces cas-là, le peuple doit s'exprimer. Et puis ensuite, on passe au deuxième mécanisme, ça c'est l'initiative populaire. Alors là, ça ne part pas du Parlement avec un veto éventuel du peuple, c'est le peuple lui-même qui donne une impulsion, il propose une modification de la Constitution. Alors ça pouvait être, voilà, on a eu l'expulsion des étrangers criminels, ça peut être l'initiative maintenant sur les résidences secondaires, hein, limiter à 20% les résidences secondaires, l'initiative sur l'internement à vie des criminels dangereux, donc sexuels dangereux, on a eu de multiples, les minarets, etc. Hein, donc les objets sont multiples. Alors combien de citoyens là pour ce... Alors dans ce mécanisme-là, un groupe de citoyens, ça peut être un groupe de citoyens, ça peut être un parti, ça peut être une association. Combien de personnes? Il faut 100 000 signatures. Donc là, c'est le double de ce qu'il faut pour le référendum. Vous rassemblez vos 100 000 signatures, et à ce moment-là, le Parlement et le gouvernement vont donner un préavis sur l'initiative. Par exemple, pour les minarets, le préavis est évidemment négatif dans les deux cas, mais c'est quand même le peuple qui a le dernier mot et qui va décider. Donc, dès qu'on a les 100 000 signatures, dans les 2 ans environ, ça doit être soumis au peuple. Et la décision populaire fait office de loi. Donc ça, c'est clair qu'on ne peut pas simplement considérer ça comme une injonction du peuple au Parlement d'éventuellement agir et de faire quelque chose, parce que là, ça se perd dans le vide. C'est carrément vox populi, vox dei. Nous voulons, par exemple, que les minarets ne soient plus construits en Suisse. Dès le moment où ça a été accepté, là ça a été accepté par 58% de la population, le gouvernement ensuite est obligé d'appliquer. Donc 58%, donc, je m'excuse, donc une personne, 50 et une personne, c'est la majorité d'une voix. Non, attendez, il faut avoir plus que c'est 50% plus une voix, mais nous on a eu 8% pour ce vote-là. Mais c'est la moitié plus 1. Fait pour récupérer 100 000 signatures. Alors ça c'est un exercice qui n'est pas si facile. Justement, c'est pour ça que donc il faut des réseaux. C'est clair que si vous êtes seul, mais on a vu des citoyens rassembler 100 000 signatures. Pour les minarets, par exemple, nous étions 4 au départ, 4 ou 5. Et ensuite, évidemment, certains partis, certaines organisations nous ont aidés à rassembler les signatures. Il faut faire des envois, ça vous coûte quand même assez cher. Donc il faut avoir un certain financement, mais c'est faisable. Disons que, surtout si l'idée elle est attrayante, si je prends par exemple pour l'imprescriptibilité des actes pédophiles, j'étais dans le comité d'initiative, c'était la Marche Blanche, c'est une association. Eh bien, on a réussi à les rassembler assez facilement. Mais alors, comment les signatures sont-elles authentifiées pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude sur les signatures? Alors, les signatures doivent être avalisées par les communes. Donc, c'est au niveau communal. Vous avez des bulletins de signature, et sur un bulletin doivent toujours figurer que les noms habitant dans une même commune, ça simplifie, parce que si vous commencez à mélanger, les gens viennent de diverses communes sur le même bulletin, ça rend la chose très compliquée. Donc on a des bulletins où il y a exclusivement des gens d'une même commune. S'ils viennent d'une autre commune, on prend un autre bulletin. Et ensuite on envoie par ces paquets de bulletins pour validation. Et les administrations communales mettent le tampon derrière si c'est correct. Et puis, est-ce qu'il y a une obligation de répartition géographique de ces signatures? Non, absolument pas. Vous pourriez, on pourrait imaginer, mais c'est assez hypothétique, mais bon, prenons le canton de Zurich, qui est un assez grand canton avec 1,5 million d'habitants, on pourrait imaginer que les 100 000 signatures ne proviennent que du canton de Zurich. On pourrait l'imaginer, mais c'est très rare. Non, ça c'est jamais vu. Généralement, c'est réparti. Mais vous avez alors des différences. Il peut y avoir, pour certaines initiatives qui touchent plus la sensibilité latine, vous avez beaucoup plus de signatures dans la partie romande du pays que dans la partie germanophone. Ça peut arriver, mais ça c'est sans importance. Le plus important, c'est d'avoir les 100 000 signatures. Ensuite, dans les 2 ans, ça doit être traité par le Parlement et le gouvernement, soumis au peuple. Et si le peuple dit oui, ensuite une loi d'application doit être formulée. Donc le Parlement élabore. Oui. Donc non, elle n'est pas votée. Alors celle-là, elle est simplement élaborée
par l'administration, le Parlement et le gouvernement. Et s'il n'y a pas de référendum ensuite par rapport à ça, donc si la volonté référendaire a été respectée, eh bien ça entre en vigueur. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une expérience extrêmement intéressante. Et quel sentiment en avez-vous gardé de cette opération un petit peu lourde qui consiste à aller récupérer des signatures? Comment ça se passe concrètement, les contacts avec la population? On me dit parfois que les Suisses en ont un petit peu assez de voter, donc il y a une certaine lassitude aussi sur la mécanique, on ne peut pas trop en abuser. Évidemment, il ne faut pas trop abuser de l'instrument parce que si vous faites voter au sujet de tout et de rien sans interruption, les gens finiraient par être lassés. Mais lorsque c'est quelque chose qui leur tient à cœur, lorsque c'est des sujets brûlants, je peux vous dire la mobilisation elle joue. Et le peuple suisse est toujours très sourcilleux lorsqu'on touche à ses prérogatives de souverain. Même si, évidemment, on a aussi de l'abstentionnisme, mais on arrive, je dirais en moyenne, sur les initiatives populaires, la part de participation, donc le taux de participation, je dirais que moyen, il est autour des 50-55% quand même. On a des fois des initiatives qui descendent à 30% de participation, des sujets un peu moins importants, moins brûlant. Et d'autres sujets, on peut arriver jusqu'à 60-65% de participation. Mais de toute manière, c'est représentatif. Et ça fonctionne assez bien. Donc voilà. Est-ce que vous considérez qu'il faut être suisse pour recourir à ce mécanisme d'initiative populaire? Et est-ce que vous pensez que ce système peut être, avec bien sûr des adaptations, transposable ailleurs? Alors si je quitte souvent la Suisse pour aller en parler de cette démocratie directe en France, en Allemagne, je me déplace passablement, c'est qu'à un certain moment, plutôt que d'être tout le temps dans la défensive, un peu comme Astérix et Obélix dans leur village, contre l'Empire romain, je me suis dit, mais enfin... au fond, les êtres humains ont beaucoup plus de choses qui les réunissent que des choses qui les séparent. Quelque part, tous les êtres humains désirent vivre en paix avec leur famille, dans une situation économique digne, etc. Donc ça, je crois que c'est une aspiration commune à tout le monde. Donc, ce système-là, je m'en suis aperçu, est un système de valeur universelle. C'est quelque chose de parfaitement exportable, et je pense même que c'est un système de gouvernance pour le futur. Nous avons, nous aussi, ici, une élite mondialiste qui aimerait s'en débarrasser, parce que c'est encombrant. C'est la démocratie directe. Ça veut dire que vous avez tout le temps le peuple qui vous regarde sur les doigts. Vous avez tout le temps à rendre compte, vous avez tout le temps à justifier. Vous êtes constamment obligé de faire des campagnes de votation. Là, dernièrement, sur le prix du livre, par exemple, on avait un référendum. C'est des débats, vous êtes obligé d'entrer dans l'arène. Vous pouvez pas simplement décider ça dans les salons feutrés entre gens de bonne compagnie, et puis le peuple qui ensuite subit du haut, là, les lois qui lui sont parachutées sur la tête. Non, vous êtes tout le temps obligé d'aller dans l'agora, d'aller sur la place publique, de confronter les citoyens. Lié à cet aspect-là, vous avez le Parlement de milice. Nous ne sommes pas des professionnels. Je ne suis pas un professionnel de la politique, j'enseigne à 65%. Donc ma fonction parlementaire, c'est à côté. Ça équivaut environ à un mi-temps, disons. Mais ça veut dire que la moitié de la semaine, je travaille, je rencontre les gens dans ma place de travail, etc. Et puis ce n'est que dans l'autre partie de ma vie que j'essaye de formuler des lois. Ce qui fait que j'ai un ancrage très fort dans la réalité vécue, ce qui fait que je suis très accessible pour mes concitoyens, ce qui m'évite d'avoir la grosse tête, parce que ça vous ramène très vite sur le terrain des réalités, ce genre de choses. Je pense que c'est le grand désavantage des parlements professionnels, c'est d'être complètement déconnecté par rapport à leur base. Maintenant, pour la France, la France a toujours été extrêmement centralisée. On comprend l'histoire depuis Louis XI environ, donc c'est quelque chose qui, peut-être, c'est dû au traumatisme de la guerre de 100 ans. C'est possible. C'est toujours ces traumatismes-là qui ensuite provoquent des contre-réactions, si on veut. Donc la France a toujours été très centralisée, et ce n'est pas parce qu'on a coupé la tête du roi qu'on a éliminé le principe fondamental qui détermine la monarchie française. Je pense que tous les présidents français, quelque part, au fond d'eux-mêmes, ont encore la perruque de Louis XIV. Donc c'est pas totalement disparu. Donc c'est extrêmement centralisé, c'est étatiste,
même dans la conception, dans la tête des gens. Alors, l'État, c'est moi. ouais, mais l'État, c'est l'élite, hein. Et on délègue facilement. Alors on râle tout le temps, parce franchement, le français moyen, je pense, c'est devenu un professionnel du mécontentement généralisé. Donc ça râle, c'est normal, hein. Donc parce que c'est eux là-haut et nous en bas, et c'est resté. Alors qu'en Suisse, c'est beaucoup plus difficile de faire ça, puisque on décide nous-mêmes, très souvent. Alors, les décisions sont aussi beaucoup plus facilement acceptées par le peuple, puisque c'est une décision qui est prise au suffrage universel à 50,01%, ou bien même si c'est 58%, 70%, ça a une forte légitimité populaire. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à remettre en question que des décisions qui vous sont imposées par un petit parlement de gens à qui on a délégué le pouvoir. Vous voyez la différence aussi dans l'acceptation des lois et des décisions étatiques. Voilà, ça c'est une grande différence. Maintenant, la France étant très centralisée, comment faire pour introduire quelque chose de ce type-là, alors que la population, de par son histoire, de par sa conception mentale de l'exercice du pouvoir, n'y est pas prédisposée pour le moment. Voilà. Pour le moment, hein. Alors, Monsieur Fassinger, oui, c'est vrai qu'en France, nous avons eu le général de Gaulle qui a beaucoup utilisé le référendum et d'ailleurs qui a fini par s'en aller à cause d'un référendum. Et je voudrais vous poser une question. Vous avez mené pratiquement une action de référendum. Je voudrais que vous nous expliquiez brièvement de H à Z pour que l'électeur français puisse comprendre la démarche exacte. Bon, la démarche exacte, c'est que d'abord, vous devez avoir un mécanisme qui le prévoit. Nous avons donc ancré dans la Constitution le droit à l'initiative populaire et au référendum. Donc ça il faut d'abord l'ancrer quelque part. Parce que faire un référendum où ensuite le Parlement ou le gouvernement peuvent éventuellement décider d'entrer... Je veux dire, ou bien quand on dit à Chirac qu'il a fait un référendum sur c'était quoi, sur les accords de Nice, ou bien je me semble, hein, ouais, sur l'Europe. Et puis alors après, le peuple n'a pas décidé comme le pouvoir le voulait. Alors on fait voter plus tard. On a vu ça avec l'Irlande, on a vu ça à différents endroits. Non, mais ça c'est insupportable pour nous, Suisses. C'est comme lorsqu'on a voté sur les minarets, Cohn-Bendit, dans le débat, vient me dire il faut voter dans les 6 mois. Non mais tous les citoyens suisses coulent la tête. Ils disent mais attendez, c'est quoi cette conception de la démocratie? Le peuple s'est exprimé, le peuple a toujours raison. Même s'il n'a pas raison dans l'absolu, mais dans la situation relative de l'exercice du pouvoir, étant donné qu'on est toujours quelque part plutôt dans un système qui serait celui de Créon plutôt que de celui d'Antigone, parce que celui d'Antigone n'existe pas. L'absolu n'existant pas sur cette terre, donc il faut faire dans le relatif. Donc le peuple a raison, même si c'est, ma foi, relatif. Parce qu'on peut lui mentir, on peut le manipuler, c'est vrai. Mais c'est plus difficile à manipuler tout un peuple que quelques parlementaires qu'on arrive à acheter. Hein, donc c'est clair que ça, là, il y a aussi une garantie par rapport à l'honnêteté de la démarche politique. Parce que les citoyens, dès le moment où ils décident pour le peuple, vous venez d'avoir un vote exemplaire en Suisse, le peuple suisse, on lui proposait 6 semaines de vacances par année, et il a décidé, à 65%, quelque chose comme ça, de ne pas prendre 6 semaines de vacances. Donc vous imaginez ça en France. Là, je veux dire, vous faites voter ça en France, je pense que vous avez 90% de gens qui veulent les 6 semaines de vacances. Mais le citoyen suisse étant habitué à cet exercice, dans sa tête, il sait que s'il fait ça, ça va diminuer la compétitivité. Il préfère travailler, être indépendant, etc., que d'être assisté par l'État et d'être dépendant finalement des institutions. Donc il y a toute cette conception du paysan, hein, l'homme libre sur sa parcelle. Ça, c'est resté. Merci beaucoup, Monsieur Fressinger. Je crois que vous nous avez bien éclairé sur ce référendum et plutôt sur cette démocratie en Suisse qui est toujours assez fascinante par son côté vivant et finalement extrêmement différent du système français. Et je crois que précisément c'est intéressant de comparer des systèmes dans leurs différences. Oui. Oui. Je n'ai pas tout à fait répondu à la question de monsieur, pas terminé de répondre, c'est-à-dire comment le faire en France. Donc d'abord, la première des conditions, pratiquement, c'était il faut l'avoir ancré dans la loi, l'instrument. Alors pour ça, comment faire si vous n'arrivez pas à trouver un certain nombre de politiques dans le système tel qu'il existe maintenant, qui se disent, ben oui, ça vaut la peine d'être introduit, faisons-le, et qui changent les lois ou même voir la Constitution pour que ça devienne possible et que ce soit contraignant, ben vous avez déjà perdu, parce que vous allez pouvoir faire les référendums que vous voulez, s'ils ne sont pas contraignants, ils ne serviront à rien. Donc il vous faut déjà arriver
un mécanisme intermédiaire permettant d'ancrer cela. Alors ça, je ne sais pas comment vous allez le faire dans vos institutions. Il faudrait que les politiques soient d'accord, mais les politiques, eux, préfèrent garder... Vous savez, le pouvoir, il a ça de particulier, c'est qu'il cherche d'abord à se concentrer, et puis une fois parce que le pouvoir se prend, hein. C'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qu'on prend. Au contraire de l'amour, qui est un cadeau des cieux, non, le pouvoir, ça, si vous ne le prenez pas, il est en déshérence. Hein. Donc, faut le prendre, et une fois qu'on l'a, c'est ça le problème. Tendance à pas vouloir le lâcher. Et donc, vos élites n'ont pas tellement envie de le lâcher au bénéfice du plus grand nombre. Donc, il faudra des pressions par des mouvements populaires, je ne sais pas, pour arriver ne serait-ce qu'à ancrer ce principe. Après, l'application du principe, la définition de comment vous voulez, donc l'adaptation au système français, ça c'est secondaire, ça après on arrivera toujours à trouver des chemins, mais il faut d'abord arriver à l'introduire dans un système qui fondamentalement, quelque part, ne peut pas en vouloir. C'est ça le problème. M. Alain Bournazel voudrait compléter et passer lui le micro, qui est M. Alain Bournazel, qui est le président du Rassemblement pour l'indépendance de la France. Je voudrais compléter ce que vous venez de dire. Non, je ne vais pas compléter, je voudrais simplement apporter une petite précision que un certain nombre de parlementaires en France ont signé une proposition de loi pour introduire justement ce mécanisme d'initiative populaire, de référendum contraignant. Alors que en fait, nous n'avons pas cette mécanique, mais ça prouve qu'il y a un certain intérêt. Et je vous rejoins tout à fait dans ce que vous avez dit. C'est aux citoyens de montrer qu'ils veulent prendre le pouvoir. Et c'est finalement une responsabilité des citoyens. Et ce que nous essayons de faire en instruisant un peu sur ce qui existe, eh bien, c'est précisément pour que les citoyens ne restent pas des sujets pendant 5 ans, mais puissent prendre un pouvoir qui leur appartient, car aujourd'hui, comme vous le savez d'ailleurs, comme tout le monde le sait, le pouvoir vient essentiellement du peuple. Je vous laisse terminer sur cette idée. Je rebondis sur ce que vous dites. Dès le moment où vous n'avez pas les instruments institutionnels permettant au peuple, au fond, de donner son veto, d'imposer son veto, ou même par l'initiative d'être une force de proposition d'un changement, eh bien, on s'aperçoit, dans la plupart des pays qui nous entourent, bon, la Grèce, etc., que le peuple est forcé et contraint de saisir des modes anarchiques pour résister. Donc ça va être des désordres sociaux, ça peut être des grèves, donc enfin des éléments qui deviennent très vite violents, qui sont difficilement contrôlables, destructeurs pour l'économie du pays, destructeurs pour la cohésion sociale, etc. Nous avons canalisé cela par le référendum et l'initiative. Le peuple s'est donné lui-même, hein, puisque justement c'est ça, c'est pas quelque chose qui a été catapulté du haut, c'est quelque chose qui est issu même de la base de la pyramide, mais il s'est donné des instruments lui permettant d'exprimer sa mauvaise humeur de manière institutionnelle, dans un cadre défini, respectueux de l'état de droit, qui évite les grèves, qui évite les grandes manifestations destructrices. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, il y a quelques casseurs de gauche là, qui régulièrement nous ennuient, mais ça reste relativement restreint, et il n'y a, pour ainsi dire, pas de grève en Suisse. Normalement, il n'y a pas, puisque vous avez toujours le moyen d'agir par les mécanismes institutionnels, vous n'avez pas besoin de faire la grève. Ça, c'est l'avantage de ce système. Oscar Fressinger, merci beaucoup. Alors, j'ajouterai, monsieur Oscar Fressinger, vous qui êtes conseiller fédéral, national. Oui, mais conseiller... Je n'étais pas conseiller fédéral. Vous êtes conseiller national, fédéral. C'est d'abord... D'accord. Mais fédéral, le conseiller fédéral, oui, c'est le membre du gouvernement. Ah, voilà. D'accord. Donc, c'est une petite nuance par rapport à un député français. Non, attendez. Oui. Le conseiller fédéral, c'est l'équivalent d'un ministre en France, voilà, ou du président d'un ministre, voyez ça, ou du Premier ministre. Et puis le conseiller national, c'est l'équivalent d'un député à l'Assemblée nationale. D'accord. Moi, je suis donc dans le législatif, je suis conseiller national. Conseiller fédéral, c'est carrément un ministre, un membre du gouvernement, de l'exécutif. Donc c'est ça la différence. Alors, j'ajouterai simplement, pour ce sujet que nous venons d'aborder sur le référendum, que, comme vous n'ignorez pas, il y a des élections présidentielle qui se prépare en France, et un des candidats a proposé de faire des référendums pour l'avenir quand il y a blocage en France.
Bon, ce qu'il n'a pas fait depuis 5 ans lors de sa mandature. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Moi, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir reçus le Rassemblement pour la France, nous en Suisse, dans cette belle vallée de Sion et votre ville de Savièse, qui est magnifique. Nous sommes ici, il y a des montagnes qui nous entourent. Il y a encore un peu de neige, mais il fait un temps magnifique. Nous avons eu cette chance aujourd'hui. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Écoutez, là vous êtes au centre du Valais, c'est la vallée du Rhône, c'est la haute vallée du Rhône. Vous avez le glacier du Rhône qui est à environ 70-80 km plus à l'est. C'est d'ici que l'eau elle part, et puis ensuite elle descend jusqu'à la Méditerranée. Il n'y a pas peu de neige. Vous avez autour des 2000 mètres, vous avez encore à l'heure actuelle 3 mètres de neige. On a eu à un certain moment 5 mètres de neige ici. Mais vu que les montagnes sont très hautes, évidemment, ça simplifie la chose. Par contre, nous avons un climat, comme vous l'avez constaté, très méditerranéen sur le bas de la vallée. Et puis là, au fond, en face, vous avez le glacier de Ferpecles et puis la Dent Blanche. C'est une montagne qui culmine à plus de 4000 mètres. Donc vous êtes vraiment au milieu des Alpes valaisannes. Il y a environ 20 à 25 sommets de plus de 4000 mètres dans les parages ici autour. Alors, je voudrais ajouter, parce que une petite question pour finir. Vous qui avez une expérience politique en Suisse, par rapport à l'Europe, la Suisse n'a pas accepté d'y être, je voudrais vous demander si vous pensez que c'est finalement à cause de cette crise que nous avons en Europe, l'Europe des 17 et des 27, est-ce que finalement vous n'en regrettez pas que la Suisse finalement n'y soit pas? Et accessoirement, donc vous avez eu un terrain de paillettes, si je comprends bien. Et accessoirement, on m'a dit que vous aviez quand même des accords avec l'Europe, notamment l'accord de Schengen, que vous voulez justement remettre en cause. Si vous pouvez nous dire un mot. Même M. Sarkozy s'est aperçu que l'accord de Schengen ne fonctionne pas, parce que l'accord de Schengen ne fonctionne que si 2 conditions sont réunies. 1, que tous les pays signataires jouent le jeu, ce qui est loin le cas avec la Grèce et l'Italie, je peux déjà vous dire que ce n'est pas le cas. Ensuite, la deuxième condition, c'est que les frontières extérieures du dispositif soient étanches. Elles ne le sont pas, soit à l'est, soit au sud. Les frontières sont tout sauf étanches. Dès le moment où ces 2 conditions ne sont pas réunies, Schengen-Dublin ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour cette raison que nous, on s'aperçoit qu'on a perdu la haute main sur le contrôle de la sécurité et les flux migratoires. Donc là, on va essayer d'agir dans ce sens. Maintenant, par rapport à l'Union européenne, évidemment que nous sommes on ne peut plus heureux de ne pas y avoir adhéré. Pourquoi ? Parce que, mais au fond, c'était systémique. Je veux dire, c'était programmé. Il y a des gens qui l'ont annoncé il y a 10 ans déjà, que ça allait, que ce qui se passe maintenant allait arriver. Vous ne pouvez pas mettre des économies et des mentalités aussi différentes sous une même coupe. C'est pas possible. La flexibilité, c'est la vie. Vous voulez maintenir un système économique en vie, il faut qu'il soit flexible, qu'il soit adaptable. Et plus les centres de décision sont régionalisés, plus vous avez cette flexibilité. Plus vous avez de bureaucratie et de centralisation des décisions, plus c'est rigide. Et vous allez appliquer des mesures qui vont automatiquement amener certains des partenaires à la faillite. C'est tellement évident que je suis étonné de constater l'étonnement de certains dans l'Union européenne qu'on y soit arrivé, et ils vont continuer maintenant à boucher un trou qu'ils n'arriveront de toute façon jamais à boucher puisqu'il est abyssal. Et il y a un certain moment, tout ce système va s'effriter, parce qu'il est d'abord voulu par des élites, il n'a jamais été réellement adoubé par la base, et quand des peuples ont voté contre, on les a fait voter 1 fois, 2 fois, 3 fois s'il fallait, mais finalement ils disent oui, parce qu'on a des pressions évidemment, on regarde les pressions qu'ils font subir à Orban actuellement. Dès que quelqu'un essaye de sortir de cette logique, il est remis à l'ordre de manière impitoyable, ce qui est absolument contraire à toute notre conception de la gouvernance. Je pense que l'Union européenne a un futur le jour où elle applique au niveau continental le modèle suisse, c'est-à-dire une confédération avec une forte délégation du pouvoir dans les différents cantons, ce seraient les pays à ce moment-là, et là, avec des mécanismes impliquant aussi les citoyens dans les prises de décision, je crois qu'on pourrait imaginer quelque chose de valable. Mais pour ça, il faut que le système actuel se casse le nez, ce qui, à mon avis, devrait être le cas dans les années à venir.